It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Bonsoir And welcome. à Des meurtres et du vin. Sauf que, attention, ce soir, pour une première internationale, ce sera des meurtres et du thym. C'est pas la première fois. Non, Une c'est pas la fois, première on a fait fois. du meurtre et des cafés. Ouais. Voilà, mais on est... On se laisse cette souplesse Voilà. de choisir ce qu'on veut faire parce qu'on est des adultes et c'est notre podcast. Merde. C'est exact. On fait ce qu'on veut. On peut choisir. Puis Voilà. aussi, il faut dire qu'il y a eu la maladie, il y a les fêtes qui arrivent, c'est un mercredi soir pour faire l'enregistrement. Donc, du coup, C'est des meurtres et du thym ce soir. c'est les meurtres et du temps. Deal with it, people. Yeah. Well, mine, it's water, but okay. Voilà. Bon, quoi de neuf? Écoute, et je pense qu'on a le même sujet. Ah bon? C'est pas obligé. sûr. Non? Ah, Je merde. pense pas du tout. J'allais parler du documentaire de P. Diddy. Ah non. On n'avait pas déjà parlé? Non? Ok, vas-y. Donc, moi, alors, je savais que c'était un gros asshole, comme on Ouais. dit, dans ta langue magnifique. Oui. Mais je savais pas à ce point-là. En fait, pour moi, je pensais qu'il savait rapper, qu'il rappait. Ah Je l'ai non. connu comme ça, moi. Non, ouais. Et en fait, pas du tout. C'était une fraude, ce mec. Bah, non, en termes de businessman, etc., businessman, c'était y pas a une pas de folie, souci. il était bon, mais en termes de rappeur lui-même, oui, c'est un peu de la, Et encore, c'est de la merde, oui. Business, il était pas bon. Moi aussi, je serais bonne si je prenais plein de prestataires et que je les payais jamais. Tu vois? Je Oui. serais très forte. Alors, tu vois, moi, ces moments-là, je savais déjà dans son passé, mais en fait, moi, j'étais tombée dans un rabbit hole d'informations sur lui il y a longtemps, quand tout ça a éclaté. Ouais. Et il y a eu plein de gens autour de lui qui parlaient un peu de plutôt sa faiblesse pour les soirées, Ouais. plus, etc. Et vraiment, là, ça allait très, très, très loin dans les commentaires des personnes qui avaient partagé sa vie. Et tu vois, tu t'es demandé au début si c'était de l'intox, Ouais. des gens qui disaient n'importe quoi. Enfin, c'était difficile. C'est difficile de faire Du vrai, du faux, ouais. du vrai et du faux. Aujourd'hui, de savoir que c'est du vrai, Ah, mais je Bon. pense qu'on n'a même pas idée de jusqu'où allaient ces soirées blanches. ah non, bien Je sûr pense que parce qu'il y a tellement de dépravation dans ce genre de milieu, c'est ça. que je pense qu'on se rend pas compte. Mais en fait, il y a un truc qui m'a fait penser. Donc, on voit ce type de dépravation et là, on le voit dans une communauté noire avec un homme noir, etc., qui, malgré beaucoup de pouvoir, ils ont réussi à le faire tomber, entre guillemets, parce qu'il n'a pas pris Non, très il a pris longtemps 5 au ans, final. je crois. Ouais, et les charges RICO fédérales, Oui. normalement, moi, j'avais entendu dire que si le gouvernement fédéral t'attaque, t'es mort. mort. Bah, non, pas du tout. Tu Genre vois. Al Capone, quoi. Oui, bah voilà. Et par contre, quand on le compare à des trucs comme Epstein et des personnes clairement identiques, des soirées identiques avec des jeunes filles à l'identique, totalement dépourvues de moralité, et ben eux, ils restent le président des États-Unis, quoi. Donc très Ouais. clairement, quand on a de Ah, mais il y l'argent, a- du pouvoir, en fait, Et c'est messy. et une certaine couleur de peau, on s'en sort. Bah, de toute façon, c'est comme là, j'ai vu qu'il y avait un républicain qui disait oui, pour les double offenders, ceux qui recommencent, comment tu Ouais, dis les récidivistes. Pour les récidivistes, s'ils font genre 2 fois le même crime, on les pend et on les pendra en place publique et les gens pourront assister. Et je dis là, mais en fait, Trump, il serait mort, mais 12 fois. Ah oui, mais bien sûr, mais 12 fois. c'est pas pour lui dont on parle. Non, mais voilà, mais ce c'est genre de ça. choses. C'est ça qui me fait rire. C'est parce qu'ils veulent des choses pour les gens que eux ne seraient même pas capables Bien sûr. de... Mais t'as pas vu, il y a, alors, on avait déjà discuté, mais là, il y a un gros truc pour Noël ou je sais pas quoi, des personnes républicaines, Project 2025 et tout ça, qui vont tous se rassembler dans un endroit. Et il y a eu quelqu'un qui a marqué sur le truc sur Twitter ou je sais pas quoi, en gros, que Grindr va exploser. Mais ça explose à chaque fois. Oui, mais c'est pour ça. Apparemment, pour les grosses conventions Donc, républicaines, ça fait genre... c'est ça. Exact. Et donc, tu vois, on le sait, quoi. On le sait, Mais c'est un oui. secret mal caché. Enfin, c'est même plus un C'est même secret plus un à ce secret. stade. Mais en fait, les gens s'en foutent. Ou les gens qui veulent pas croire, Oui. ne croient pas. Enfin, je sais pas. C'est comme pour dire, moi, c'est aberrant. Il y a peut-être des problèmes de pédophilie dans l'église catholique. Oups, bon, peut-être pas. Mais tout le monde le sait, c'est pas... Bien sûr. Et ouais, donc voilà, c'était super intéressant. J'ai Peut-être adoré. est-ce une mauvaise idée de forcer des hommes à être dans le célibat pour Dieu, entre Bien sûr. guillemets, et avec comme seul contact vers le monde des petits garçons, tout ça Et- avec eux tout le temps. Et bien sûr, regarde les pasteurs, ils ont le droit de se marier. Et Ben oui. j'ai pas entendu de cas de pédophilie de pasteurs. Bon, ça doit arriver, Ça doit mais exister. c'est pas comme dans l'église Mais ils catholique se font pas où il y en a attraper, un quoi. tous les jours, quoi.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, oh, Eve. Bon, En moi, parlant- j'ai un seul sujet. Vas-y, parce Donc, qu'après, j'en ai un horrible. moi, c'est light. Donc, je Vas-y. sais pas, en fait. En fait, je sais pas si tu regardes, mais on est sur la 5e saison et dernière saison de Stranger Things. J'ai jamais regardé. Alors, on doit avoir des auditeurs qui sont fans, c'est sûr et Vas-y. certain. Moi, je suis hyper fan. Ça a commencé. Il y a le seul hic dans cette série qu'en fait, ils n'ont pas enregistré tout en même temps. Donc, forcément, l'âge des enfants, C'est un peu. ils ont beaucoup grandi alors que leur âge dans la série. Vraiment. Après, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis grandi avec Grease où les acteurs qui étaient au Vous avez lycée avec 45 40 ans. Attends si tu veux, moi, ça me choque pas. Hey, Sandy, tu es en retard pour le brevet. Ouais, c'est ça. C'est ça avec leur clope à la, Je pas bouger la barbe. les poils au torse. Ok, Jean-Robert. C'est ça. Mais donc, pour ceux qui l'ont regardé, vous pourrez nous dire. Mais là, sur la saison 5, ça sort sur de 3 volumes. Donc là, il y a eu les 4 premiers épisodes. Et l'épisode 4 est juste incroyable. Enfin, moi, j'étais sûre... De la dernière saison? Ouais, l'épisode 4 de la dernière saison, elle est, mais franchement, t'es au bout de ta chaise. Elle est excellente. Ah ouais, Donc, à il ce faut point-là. absolument que tu regardes Stranger Ah ouais, Things mais juste non, mais pour parce ça. que c'est combien de films de saison? En fait, le problème que j'ai avec Stranger Things, j'ai regardé les premiers épisodes, peut-être 2 ou 3. Parce que ça est devenu c'était un phénomène à l'époque. Mais en fait, c'était tellement, comment dire, stéréotypé années 80, Oui. mais trop stéréotypé. Ah ouais? Et je trouvais que c'était too much. Et du coup, non, ça moi, m'a je trouve énervé. qu'ils ont vachement bien fait. Ah ouais? Enfin, moi, d'un point de vue de comment j'ai grandi, j'ai trouvé C'était ça ça? vachement bien parce que Ok. c'était vraiment Madeleine de Proust, quoi. Ok. Parce que je suis née en 78, donc pour moi, c'était Oui, t'étais parfaitement dans dedans, ce ouais. délire, quoi. Bah écoute, non, mais là, je finis Breaking Bad, et puis après, peut-être que je me remettrai au Soprano, puis après, peut-être. Mais ça m'attire pas, en fait. Ah non, il est Déjà, vraiment bien. l'actrice, je la voyais trop, elle m'énervait. Quand il y a trop d'enfants dans une série, ça me. Oh. Ah, non, mais C'est- écoute, pourtant, moi, je trouve qu'ils jouent bien et Oui, j'en doute ils pas. sont hyper attachants, quoi. J'en doute pas. Alors, j'ai je sais pas un sujet, c'est juste parler encore de. Tu sais, il y a l'attaque de Sydney, là, le mass Oui. shooting qui s'est passé à Sydney, qui est absolument horrible. Et en fait, en même temps, il y a eu encore des mass shootings dans des universités aux États-Unis. Genre, j'ai vu le témoignage d'une nana qui disait que c'était son 2e mass shooting là où elle étudiait en un an. Enfin, Oui. t'imagines Non, c'est... Et à Sydney, la chose que j'ai trouvée belle, c'était que là, je sais pas si t'as vu ces vidéos du mec de plus de 40 ans là qui a essayé ouais. qui a même désarmé l'attaquant et qui est, à mon avis, de son nom. Enfin, je suppute, hein, mais il a un nom de confession musulmane, et quand tu sais pourquoi ces gens ont été attaqués, j'ai trouvé c'était. Le monde n'est pas encore tout complètement fichu, mais voilà, j'ai une pensée pour tous ces gens qui vivent dans un monde extrémiste. très dur. Ouais. Ouais, j'avoue, tu vois, mais c'est le genre de truc. Je sais pas si c'était un rêve ou on était quelque part, parce que c'est ça ma vie d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai vraiment fait ça ou je l'ai rêvé? Mais c'est vrai que des fois, quand je suis avec les enfants et dans un truc, des fois, t'as un petit flash. Ouais. Tu vois, est-ce qu'on est bien en sécurité? Après que quelque chose comme ça arrive, tu vois. Bien sûr. Oui, si, on était dans un marché de Noël. Je dis, ben, ça serait si ben simple oui. voilà. Moi, je sais que là où on vit, en général, c'est dans les endroits bien piétons. On est assez protégés parce qu'ils ont mis pas mal de trucs dans la ville. Mais bien sûr que tu y penses. Moi, je me souviens, après le Bataclan, vu que je travaillais dans les concerts, donc c'était vraiment... Puis j'ai des collègues qui ont été... à qui c'est vraiment arrivé. Et tu vois, j'ai des histoires de cette soirée qui sont absolument horribles. Et après, quand on faisait des concerts, laisse tomber. Je connais par cœur l'endroit, donc je sais où aller exactement. Mais enfin, tu dis comment les gens, mouvement de foule. Bon, bref. Ouais. Et dans un sujet beaucoup plus light, as-tu vu, et je pense que j'ai envie de le lire, le nouveau livre de notre détenu à tous, Nicolas Sarkozy? Alors, attends, le titre déjà. Journal d'un prisonnier. Franchement, c'est le Gorafi, quoi. Vraiment, tu te dis, c'est pas possible. Il a passé 9 jours. Moi aussi, je pensais que c'était une blague. Ouais, moi aussi. J'ai cru que c'était une blague au début quand je commençais à voir les photos. Vraiment. Et en fait, non, il se prend pour un détenu en 9 jours. Et il a une biographie à faire sur cette expérience. À mourir de rire. Je pensais que je me l'étais envoyé, mais en fait, non, parce que je voulais trop le poster sur le compte. Enfin, bon, bref, mais c'est à mourir de rire. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça. Le mec, il a fait 9 jours à manger des yaourts.
Et il y a une nana qui lit des extraits du livre et c'était le lit, les couleurs étaient glauques, gris. En gros, ça donnait pas envie. Ah ben, Le lit, c'est pas censé être le des lit vacances. ouais, hein. on était 5 dans une cellule de 12 mètres carrés. Le lit n'était même pas fait. J'avais honte d'accueillir Carla dans cette situation. J'étais mais gars, en fait, t'as cru que t'étais où? Enfin, je sais pas. Et enfin, c'est à mourir de rire. Donc, je pense qu'il faudrait que quelqu'un, faudrait pas l'acheter parce que il va avoir des blagues là-dessus. Mais bien Moi, je sais sûr. pas le lire. j'aimerais trop qu'on arrive à le hacker, à l'avoir gratuitement parce que j'ai pas envie de payer. Moi, je suis pour la réinsertion des prisonniers, mais je pense que Nico, ça va. Pas tous. Mais au bout de 9 jours, et puis ça va, il va s'en sortir, Nico. Hein, il Mais a bien encore sûr des qu'il va contacts. s'en sortir. Mais ça me faisait Son LinkedIn, il est pumped up. Hein. mourir de rire. Donc voilà, Nico, si tu nous entends, j'espère que tu tiens le choc, que Ouais, la différence. Procès, hein, donc on verra. C'est ça, que le choc de la vie active n'est pas trop intense parce que ça fait longtemps quand même que tu étais derrière les barreaux. Oui. Tu vois, donc ceci est un téléphone. Tous ses repères, Voilà, quoi. ceci est un téléphone, mais c'est aussi un appareil photo. Oui, puis lui expliquer ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, tu vois, Ouais. comment on change, Oui, ça a les beaucoup évolutions, changé. la technologie, Les voitures volantes. la politique, c'est ça. Exact. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait rire, Nico. Bon, écoute, moi, ça m'a un peu laissé, genre, les yeux roulés au ciel parce que Bien c'est tellement sûr. ridicule et puis je suis passée à autre chose. Mais bon, Bien sûr. j'en ai un peu marre des histoires de Nico, hein. Moi, j'en ai un peu marre des politiques, mais oui, tout va bien. aussi. Tout va bien. Écoute, ma belle, c'est ma soirée, c'est mon histoire. Ah oui. Alors, je retombe sur une histoire de notre cher Moondog. Oh, Moondog 151. Et donc, il me partage régulièrement des différentes histoires qu'il a faites. Et je suis tombée sur celle-là. Je trouvais ça assez intéressante. Et donc, du coup, on y va. Let's go. Let's go. Donc, née à Plaridel, Bulacan, aux Philippines, Emerita Amy, entre guillemets son nickname, quoi. Donc, Emerita Amy Relata Romero est issue d'une famille nombreuse et est la troisième de 8 enfants. Nice. Je suis la deuxième. Oui, mais c'est presque toi. Presque moi. En 1990, âgée de 15 ans, elle quitte les Philippines et s'installe avec son frère, qui vit à Saipan, qui est la capitale des îles Mariannes du Nord. OK. Après 2 décennies, Amy vit toujours là-bas. Elle avait bâti un cercle d'amis proches. Elle avait épousé un Philippin. Mhm. Elle a eu 2 filles avec lui qui avaient été de 17 et 8 ans. Et là, son mari et ses enfants retournent aux Philippines. Mais elle a choisi de rester et ne pouvait donc communiquer avec eux que par SMS ou appel téléphonique. Alors juste, je vais faire une petite parenthèse. C'est pas moi qui suis en train de me lécher les lèvres. Ouais, c'est Ludie. C'est Ludie qui arrête pas de faire des bruits de bouche dégueulasses. Oui, hein, quand même. C'est pas moi. C'est des chiens, ça. Je n'ai pas. Ne me dites pas genre bois de l'eau. C'est pas moi. It's the doggy. OK. Donc, en 2009, Amy travaillait comme barman au Godfather's Bar à Saipan, je crois. Ses collègues l'ont décrite comme une femme douce et bienveillante qui se consacre à subvenir aux besoins de sa famille. Elle envoyait régulièrement une partie de son salaire aux Philippines pour sa famille. Et en 2012, alors elle est âgée là de 37 ans, elle vit dans un appartement à Garapan avec son frère et une de ses sœurs, qui sont également venues s'installer dans les îles Mariannes du Nord. Le 4 février 2012, Amy quitte son appartement pour commencer son travail au Godfather's Bar. La nuit se déroule apparemment sans incident et à 3 heures du matin, le 5 février, elle et ses collègues avaient tout nettoyé et sécurisé pour la fermeture et tout le monde était prêt à rentrer chez eux. Tout le monde habite à proximité du bar et donc les 3 personnes décident de partager un taxi. Amy sera la dernière à être déposée. Donc là, un collègue va se rendre compte qu'ils avaient accidentellement échangé leur sac. Donc, elle va appeler Amy pour organiser un échange. Amy lui dit, mais non, c'est bon, je suis épuisée, je te le ramène demain matin. Mais la collègue va insister. Donc, elle va accepter de la rencontrer. Donc, c'est-à-dire que les 3 partent en taxi. Amy, la dernière, elle est seule dans un taxi. On l'appelle, en fait, t'as mon sac et j'ai le tien. Donc, reviens. Ouais. Voilà. Donc, au cours de l'échange, donc Amy revient sur ses pas avec ce même taxi. Et là, le collègue va remarquer une berline bleue verdâtre aux vitres teintées qui tourne au ralenti aux proximités. Donc, Amy va dire au chauffeur du premier taxi d'attendre.
Bah ouais. Mais en fait, lui, il est impatient de repartir. Et en fait, elle lui explique qu'elle avait besoin donc d'un autre taxi. Donc, après avoir échangé les sacs, elle va monter en fait dans le siège passager de la berline et va partir donc de cette autre voiture, pensant que c'était un c'est le taxi. deuxième taxi. Oh putain. Est-ce que j'ai été claire là? Pour moi, oui, hein, Ok. en tout cas. Donc, 12 heures plus tard, le collègue va envoyer, le même collègue, un texto à Amy lui suggérant de marcher ensemble pour aller travailler. Elle ne reçoit aucune réponse et tout de suite, elle n'est pas immédiatement inquiète parce qu'elle se dit que, tiens, on va se voir au bar, quoi. Oui. Mais à son arrivée au Godfather's Bar, Amy n'est pas là. Vers 17 heures, les autres collègues arrivent pour travailler et là, tout le monde s'inquiète de ne pas la voir. Parce que c'est super inhabituel de sa part de ne pas au moins appeler pour dire que je serai en retard ou autre. Un des propriétaires du bar va appeler autant d'employés que possible pour leur demander s'ils l'avaient vu ou avaient des nouvelles, mais aucun n'en a. Okay. Et finalement, ce propriétaire va se rendre à l'appartement de Amy. C'est son frère qui va l'accueillir, qui lui dit qu'il n'était pas à la maison, elle n'était pas à la maison actuellement, et qu'il ne se souvenait pas de son retour après le travail. Parce qu'on était quand même à 4 heures du mat, tu vois. Ouais. Donc là, les deux hommes vont rapidement contacter le ministère de la Sécurité publique, la police des îles des Mariannes du Nord. Et dès que la police va recevoir le rapport, elle va s'inquiéter tout de suite. Elle va craindre la disparition, que sa disparition soit liée à un étrange incident survenu plus tôt. Parce que à 15h02, un appel du 911 a été effectué. L'appelante a été entendue pleurer et supplier à plusieurs reprises quelqu'un de la libérer tout en demandant de l'aide. Et l'appelant a identifié Mariana's Resort comme étant l'emplacement. En fait, que cet appel genre, je suis à Mariana's Resort. Oui. Et il pouvait entendre une autre voix en arrière-plan, un homme qui parlait d'un ton, et on dit bas et calme, disant des choses comme « désolé, calme-toi ». Et finalement, l'appel a été brusquement interrompu. Et la police a déterminé que l'appelant était probablement un étranger et l'homme en arrière-plan un local en se basant sur leurs accents. Donc, les policiers ont été dépêchés à la pointe nord de Saipan, d'où provenait l'appel, mais ils n'ont rien trouvé de notable à ce moment-là. Au départ, en fait, la police ne savait pas qui avait appelé. Et cependant là, après que Amy a été portée disparue, ils vont faire correspondre la voix de l'appelant à la sienne et vont confirmer que l'appel provenait de son téléphone portable également. Donc là, immédiatement, le nom et la photo d'Amy vont être diffusés sur toutes les chaînes de télévision de l'île, demandant si quelqu'un l'avait vu ou pouvait l'identifier, ou pouvait identifier le conducteur de la berline dans laquelle elle avait été vue pour la dernière fois. La police a brièvement mené une recherche à petite échelle avant de faire appel à des ressources supplémentaires. Alors, c'est pas un État, les îles Mariannes du Nord. Elles constituent un territoire Commonwealth des États-Unis. Mais cela signifie que la police locale peut non seulement contacter les forces de l'ordre fédérales américaines pour obtenir de l'aide, mais ils peuvent également assumer sa compétence et déployer pleinement ses ressources. Okay. Et ça, c'est pour tous les crimes majeurs. Et comme ils pensaient que Amy avait été kidnappée, alors ils vont appeler des agents du FBI vont arriver à Saipan le jour même. Le jour même. Okay. Le jour même. Les recherches vont se concentrer principalement dans la région du nord de Saipan suite à cet appel au 911. Mais alors, attends, pourquoi ils vont pas au Mariana's Resort? Si, ils y vont. Ah, ok, d'accord. La police locale a enquêté sur le Mariana Resort, la piscine Cannes Pacifique, Wind Beach, the Last Command Post et toutes ces autres zones, en fait, autour de cette région de Marpi. Ils étaient probablement sur la bonne voie parce qu'ils ont remarqué un véhicule qui les suivait lors de la perquisition. Mais dès que les policiers se sont retournés pour regarder directement la voiture, le conducteur a brusquement fait demi-tour et s'est enfui. Et apparemment, ils n'ont pas pu identifier le véhicule ni le conducteur avant de s'enfuir. Donc, la journée du 5 février va se terminer sans résultat. Et la journée du 6 février s'est déroulée sans que les autorités ne découvrent aucun signe d'Amy. Le 7 février, les amis, la famille, les collègues et des bénévoles vont rencontrer la police locale et des agents du FBI au Godfather's Bar pour organiser une autre fouille. Donc, ceux qui ont participé avant vont se séparer pour couvrir davantage de terrain. Et deux agents du FBI, Hyjin Park et Joseph Otter, vont se séparer du groupe avec lequel ils étaient jumelés pour chercher ensemble le sol.
En fait, ils venaient d'apprendre que le téléphone portable de Romero, Amy, avait sonné dans la région nord du Saipan, alors qu'ils se sont rendus sur le lieu du ping. Donc, ils vont voir là où le téléphone a pingé Ouais. la dernière Le fois. dernier appel, ouais. Voilà. À 14h44, ils sont arrivés au vestige abandonné en décomposition du centre commercial La Fiesta, qui était fermé depuis 2004. Donc, t'imagines le truc, quoi. En 2012. Ouais. Bon, tombé plutôt à l'abandon. Au cours des 8 années qui ont suivi l'abandon du centre commercial, il était devenu envahi par la végétation, jonché de détruits et couvert de graffitis. Les 2 agents sont frappés par une odeur nauséabonde et le bruit des mouches bourdondantes. Un phénomène quand même courant à cet endroit, mais cependant, en entrant, ils vont remarquer des empreintes de pas et des traces traînées le long du couloir menant aux toilettes. Les agents sont rentrés dans les toilettes et ont découvert le corps d'une femme assise contre le mur. Ils n'ont pas tardé à identifier le corps comme étant celui d'Amy. Son sac à main et ses autres effets personnels étaient absents. Les bras et les jambes d'Amy étaient contusionnés partout, probablement à cause des coups, et elle avait subi d'importantes hémorragies pré-mortem. Les vêtements d'Amy étaient intacts, mais le médecin légiste n'a pas pu exclure la possibilité d'une agression sexuelle, car le corps d'Amy était gravement décomposé et gonflé. Ce qu'il a trouvé, c'était un échantillon de cheveux étrangers dans la protège-slip d'Emily. Et le médecin légiste a déclaré que l'échantillon de cheveux présentait des caractéristiques caucasiennes. Okay. Il a été déterminé que la cause du décès était une asphyxie causée par le tueur qui avait enroulé les leggings noirs d'Amy autour de son cou. Et les leggings étaient encore attachés lorsque les agents sont arrivés. Les marques de traînée accompagnaient les empreintes indiquant également qu'Amy avait été tuée ailleurs et traînée jusqu'aux toilettes du centre commercial. Donc, le premier suspect interrogé par la police était le petit ami d'Amy, donc ça semble logique. Oui, forcément. Qu'elle venait voir en plus. Un examen rapide n'a révélé aucun signe de lutte sur son corps, comme les égratignures ou autre chose. Et également, il n'avait pas quitté sa maison cette nuit-là. Il est exclu. Okay. La police soupçonne également un voisin d'Amy et un homme connu pour s'attarder à l'extérieur du bar. C'est un ressortissant bangladais qui parlait avec un accent, entre guillemets, américain. La police va l'interroger, puis fouiller son appartement et sa voiture à la recherche de preuves. Mais au final, il a été innocenté, tout comme son petit ami. Donc, à la suite de ces pistes, il était temps là de retrouver la berline, en fait. Ouais. Donc, ils vont examiner les images sur la vidéosurveillance par toutes les entreprises locales. Ils vont demander aux témoins aussi s'ils avaient vu. Et c'est grâce à ces efforts qu'ils ont appris que le 29 janvier, une femme asiatique de 25 ans vivant seule s'est réveillée et a trouvé un homme dans sa chambre qui l'a ensuite agressée sexuellement sous la menace d'un couteau. Après l'agression, il a tenté de la faire monter de force dans son véhicule, une berline dorée d'un modèle plus ancien, mais elle a réussi à s'échapper en criant à l'aide, ce qui a incité l'agresseur à s'enfuir. Comme elle a été blessée lors de l'attaque, les ambulanciers l'ont transportée d'urgence à l'hôpital où elle s'est complètement rétablie. Son appartement était situé à seulement quelques pâtés de maison de Godfather's Bar. Mais malheureusement, elle n'a pas pu bien voir le visage de son agresseur, mais l'a décrit comme un homme d'une vingtaine d'années au teint brun, aux cheveux très courts, mesurant entre, alors je sais pas, c'est pas bien grand, hein, là c'est en feet. Ouais. C'est genre ta taille, tu veux comprendre? 1,75. Ouais, voilà, maximum 1,75 et pesant entre 70 et 80 kilos. Ah, ok. Donc pas bien grand et quand même un peu épais. La police n'a pas pu établir un lien définitif entre les deux affaires. Cependant, le commissaire du ministère de la Sécurité publique va déclarer que lors d'un point de presse qu'il pensait que les 2 crimes avaient été commis par de gros consommateurs de drogue qui n'ont, entre guillemets, malheureusement pas réussi à contrôler leur comportement. Et finalement, les enquêteurs ont exclu la possibilité que la même personne ait commis à la fois le viol et le meurtre d'Amy. Et les cas ont ensuite fait l'objet d'enquêtes distinctes. Okay. Et toute similitude était désormais considérée comme pure coïncidence. Donc, tu vois, voilà. Donc, ils ont rien. Okay. À l'intérieur des toilettes abandonnées, la police et les agents du FBI ont découvert de multiples empreintes de pieds nus. La FBI a créé des relevés sur gel de 5 empreintes et les a envoyés à un laboratoire du FBI aux États-Unis pour analyse. Les agents ont également documenté des empreintes digitales et des empreintes palmaires sur diverses surfaces de ces toilettes.
Et les agents vont même retirer la porte métallique des toilettes pour un examen plus approfondi, genre la porte entière, quoi. 9 empreintes digitales et 3 empreintes palmaires ont ensuite été exclues de l'enquête sur le meurtre d'Amy. Probablement, tu vois, laissées par des gens qui passaient, enfin, explorateurs urbains style. Et donc, ils sont exclus. Mais les médecins légistes ont prélevé des échantillons alors, je sais pas si je dis correctement, par écouvillonnage oral. Ouais. Écouvillonnage. Oui, c'est des couvillons de genre comme le Covid. Oui, ok, super. Voilà. Donc, écouvillonnage oral, rectal et vaginal lors de l'examen du kit de viol. Et là, ils ont détecté du sperme dans l'échantillon vaginal. Ok. Et ces tests vont révéler un ADN étranger appartenant probablement à l'agresseur. En attendant l'analyse, les autorités vont augmenter la récompense pour les informations conduisant à une arrestation de $1,000 à 22 500 $. C'est une sacrée bien augmentation. augmenté, ouais. Ça marche, ça? Je sais pas. Enfin, nous, dans nos histoires, ça marche pas trop. Non, parce qu'après, tu te dis, qu'est-ce qui pourrait amener à dire ce type, Mais je crois que pour la plupart d'affaires où il y en avait une, c'était quelqu'un qui était impliqué dans l'affaire qui a voulu récupérer les sous. Et du coup, ça avance jamais vraiment d'un étranger qui récupère cet argent, quoi. Oui, non, je sais pas. Je pense que la plupart des gens viennent dire. Non, et puis c'est parce que t'es désespéré. Souvent, tu mets un gros montant, mais. Oui, je sais pas. Ou c'est souvent des fonds privatifs, non? Ouais. Donc, quand même, le 8 février, une femme a contacté le ministère après avoir vu son bulletin d'information et concernant la berline. Elle va déclarer à la police qu'elle avait vu son ex-mari, Joseph Acosta Crisostomo, 38 ans, conduire un véhicule correspondant à la description du bulletin. Lorsque la police va entendre ce nom, elle était déjà encline à le soupçonner parce qu'en fait, cet homme, alors Crisostomo, l'aurait très, très connu. Donc, Crisostomo était issu d'une famille bien établie à Saipan et vivait à Cobblerville, l'un des villages les plus au sud de l'île, où ses parents possèdent une maison. Il était décrit comme un délinquant habituel qui entrait et sortait constamment de prison pour diverses infractions. Le nombre de livres qu'il a dû écrire. N'est-ce pas? Ah, mais là, c'est une série, carrément. Hein. Ça dépasse tout, quoi. C'est plus Netflix, c'est ça. Non-stop, quoi. C'est une chaîne toute seule. Alors, en 2000, il a été arrêté lors d'un contrôle routier de routine et a immédiatement agressé l'un des policiers qui a écoutez. son arrestation. Alors, tout de suite. Oui, pourquoi pas, hein. Donc, la sanction infligée n'était pas sévère parce qu'il était déjà de retour à la rue en 2003, lorsqu'il est arrêté pour avoir volé 2 touristes en visite à Saipan. Il a été traité une fois de plus avec indulgence et est devenu un homme libre en 2006. Cette année-là, il a accidentellement, on dit ça, mais heurté un enfant avec sa voiture. Oh merde! La plupart des gens s'arrêteraient, forcément, tenteraient de porter secours ou appeler à l'aide, mais pas Crisostomo. Il est sorti de son véhicule pour menacer de tuer toute la famille de l'enfant avant de s'éloigner. Intense. Intense, le monsieur. Le mec, intense, très intense. Dans l'ensemble, entre 1996 et 2011, Crisostomo a été arrêté plus de 10 fois pour des accusations telles que cambriolage, méfaits criminels, agression avec une arme dangereuse, possession d'une substance contrôlée ou complot. Il a été libéré de sa dernière incarcération le 17 décembre 2011. Mais il n'y a rien de sexuel encore. Rien de sexuel encore. Moins d'1 mois après sa libération, la police a arrêté Crisostomo en janvier 2012 et l'a trouvé en possession de la méthamphétamine. Bizarrement, il n'a été arrêté que le 14 février. Donc, ça veut dire qu'en fait, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été arrêté dans ce laps de temps, mais ça signifie qu'il est libre lors de la disparition d'Amy. Okay. Mais, comme tu dis très justement, était-il un tueur? En fait, ce n'est pas la première fois qu'on le soupçonne de meurtre. Mais quoi, La disparition d'Amy les a incités à revenir sur ses soupçons. Donc, le 29 mars 1995, la police du village de Dandan a été appelée à l'entrée du terrain de Cagman qui menait à Tonk Beach, après qu'un passant ait découvert le cadavre d'un homme. La victime avait subi de multiples blessures par balle, confirmant qu'il s'agit forcément d'un meurtre. Et la police va identifier cet homme comme étant Zhao Minghu, un Chinois propriétaire d'un marché avec sa femme Yu Hua Huang. Les agents sont arrivés à son marché pour
informé sa femme de la mort de son mari, mais il ne trouve aucune trace de Ming. De la femme. Oui, de sa femme. Le magasin avait été saccagé, cambriolé, ce qui fait craindre à la police forcément que sa femme avait été kidnappée. Le 30 mars, la police découvre une voiture abandonnée à Cagman. À l'intérieur, ils vont localiser son corps. Comme son mari, elle avait été assassinée, mais cette fois-ci par strangulation. Ah, strangulation, pardon. Voilà. Malgré des multiples appels publics à l'information, les autorités n'ont reçu aucune piste viable. Et aujourd'hui, 17 ans plus tard, les enquêteurs ont noté quand même que les méthodes d'étranglement sont étrangement similaires à celles utilisées pour Amy. Donc pour Wang et Amy, c'est un peu l'identique. Je n'ai pas plus d'informations, mais je crois que c'était peut-être un legging ou un vêtement qu'elle portait. C'est ça. Le 29 novembre 2006, 2 pêcheurs ont découvert le corps nu d'une femme asiatique le long du rivage de la plage Lalu à Saipan. Les agents qui vont répondre vont récupérer une chemisière à rayures multicouleurs et un jean noir aux côtés de la dépouille de la victime. La victime, comme je disais, était une femme asiatique, âgée d'une vingtaine à une trentaine d'années, mesurant 1m70, assez mince parce qu'elle pesait que 55 kilos, et avec une peau très claire et des cheveux teints en brun rougeâtre jusqu'aux épaules. Les agents vont également documenter un tatouage d'une rose rouge sur sa poitrine gauche. Et son corps avait été envoyé pour une autopsie où le médecin légiste a jugé que la cause du décès était un homicide. Même si la femme s'était noyée, les preuves indiquaient qu'elle était inconsciente avant d'entrer dans l'eau. Et sa nudité, forcément, va encore accroître leurs soupçons. Aucune preuve d'agression sexuelle n'a été trouvée. Et il n'y avait rien de non plus ouvertement identifiable sur son corps, comme des cicatrices ou des taches de naissance distinctives. Et la police va ensuite offrir encore une fois une récompense de $1,000 pour toute information permettant d'identifier ou d'arrêter un suspect. Donc, la police se dit que peut-être c'est une travailleuse étrangère. Ils vont se rendre dans les usines de confection locales qui emploient fréquemment des travailleurs migrants. Ils vont demander aux employés s'il y a des employés portés disparus. Ils vont ensuite faire de la porte-à-porte dans les villages et ils vont apprendre que la propriétaire était partie pour la Chine, donc de certaines maisons. Et ce détail va intriguer la police parce que la victime appartenait très probablement à la communauté de la diaspora chinoise de Saipan. Et donc, pourquoi est-ce que potentiellement cette maison ou cet endroit où on pourrait habiter, le propriétaire serait parti? La police a également estimé qu'elle se trouvait peut-être au mauvais endroit au mauvais moment et qu'elle aurait pu être témoin d'un trafic de méthamphétamine à Saipan. Et bien qu'elle ait obtenu un mandat de perquisition lié à cette histoire, la théorie du trafic de drogue a finalement été écartée. Car début décembre, la police va identifier la victime grâce à l'analyse des empreintes digitales comme étant Bao Ying-chen, une Chinoise de 41 ans portée disparue le 27 novembre. Et Chen est décrite uniquement comme étant femme au foyer. Donc du coup, ils étaient un peu éloignés sur la piste de la drogue, un peu comme Bohémie. Un petit peu beaucoup, oui. Donc les antécédents criminels, par contre, de Chen comprenaient 2 arrestations pour prostitution entre 2001 et 2003. Et donc, la première accusation a été rejetée. Elle a été acquittée pour la seconde en 2004. Et en 2006, elle s'est mariée à un courtier immobilier. Et la dernière observation confirmait qu'elle a eu lieu lorsqu'elle est entrée dans un véhicule qu'elle croyait être un taxi. Cependant, la voiture ne correspondait à aucune dans la flotte de la compagnie de taxi local et n'avait pas de marque l'identifiant comme un taxi. Ce qui a conduit la police à conclure qu'il s'agit d'un chauffeur faussement présenté comme un chauffeur de taxi. Mais comme c'est l'anglaise, je crois qu'il s'est passé la même chose. Mais c'est un Uber. Oui. Et elle s'est trompée, elle est sortie de son bar, elle avait commandé un Uber, au lieu d'aller à droite du bar, elle est allée à gauche. Et elle est rentrée dans une voiture, et du coup, je pense qu'elle a dû dire, vous êtes mon Uber, et il l'a vu, il a dû dire oui. Oui. Ben, je pense qu'il y avait plusieurs cas comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours, un petit tips, si vous commandez des Uber, toujours attendre que lui dise, c'est pour machine, c'est pour moi, et s'il ne dit pas votre prénom avant, ne montez pas.
Pour le coup, les similitudes entre ce cas et celui d'Amy étaient nettement plus importantes parce que Amy et Shane étaient toutes deux des femmes étrangères retrouvées mortes dans des endroits éloignés, loin des lieux publics. Shane a été vue rentrer dans un véhicule qu'elle pensait être un taxi, ce qui était également soupçonné d'être le cas pour Amy. Et pourtant, mis à part ces incidents intérieurs, qu'est-ce qui va impliquer Chrysostomo Oui. dans ces deux cas? Alors, les enquêteurs ont commencé à interroger toute personne susceptible de lui avoir parlé. Ils ont interrogé une femme nommée Alice qui a rapporté que le soir du 4 février, elle jouait au poker avec Chrysostomo dans un bar local. Mm-hmm. Dans la soirée, Chrysostomo a demandé à emprunter le téléphone d'Alice car il n'en possédait pas. Il va quitter le bar avec le téléphone d'Alice et ne l'a recontacté que le 5 février à 6 heures du matin lorsqu'il lui a demandé de venir chercher sa sœur parce qu'il était occupé. Ouais, les données des tours cellulaires vont corroborer, j'ai du mal avec celui-là, le récit d'Alice et les mêmes données vont placer Chrysostomo au centre commercial La Fiesta. Ce qui semble, selon toute vraisemblance, pour se débarrasser du corps de Amy. Oui. Voilà, ok. Chrysostomo ne possédait pas de voiture et louait un Toyota Corolla. La police a saisi le véhicule et un examen médico-légal de son intérieur a permis de récupérer des cheveux, des fibres et des mèches de textile. Le type de cheveux a été identifié comme étant d'Asie de l'Est et similaire en couleur et en longueur à ceux d'Amy. Les fibres s'alignaient également sur celles des leggings de Amy et sur celles de ses chaussures. Et plusieurs témoins ont également identifié Chrysostomo comme le conducteur d'une berline verte ou bleue correspondant au véhicule dans lequel Amy était entrée. La berline, en fait, avait été louée par la sœur de Chrysostomo le 3 février. La location devait durer jusqu'au 8 février, mais elle a restitué la voiture le 5 février et a demandé une berline de remplacement avec des vitres teintées. Chrysostomo a nié avoir eu connaissance du meurtre d'Amy ou savoir pourquoi sa sœur avait rendu la voiture. Oui, en gros, c'est elle qui l'a fait, c'est pas moi. Oui, voilà. Bon, ouais, ce type de personnages sont pas vraiment très honnêtes de manière générale. Oh, pas trop. Donc, pour expliquer pourquoi Amy est entrée dans la voiture de Chrysostomo, en fait, la police a cru qu'après avoir été déposée à son appartement, elle a appelé un service de taxi local pour l'amener chez son collègue afin d'échanger leur sac égaré. C'est un peu l'histoire que j'avais racontée. En fait, Amy a spécifiquement demandé à un homme appelé Monsieur Kim d'être son chauffeur, ayant déjà roulé avec lui et lui faisant confiance. Okay. Donc, en fait, Amy est probablement entrée dans le véhicule de Chrysostomo, incapable de voir que ce n'était pas réellement Monsieur Kim à l'intérieur, en raison de l'obscurité cette nuit-là et des vitres teintées. Ouais. Et cela a été apparemment confirmé lorsqu'elle a ensuite appelé directement Monsieur Kim, déclarant qu'elle s'était trompée de voiture et en lui demandant de venir la chercher. Et pendant l'appel, Amy a l'air choquée. Et la police va également entendre, pendant cet appel, elle et un homme crier en arrière-plan avant que l'appel ne soit interrompu. Oh merde. Donc, Monsieur Kim, le super gars, va se rendre en voiture au domicile du petit ami de Amy, là où elle était censée être déposée. En fait, elle va chez le collègue et là, le taxi qui est censé être Monsieur Kim, mais en fait, c'est Chrysostomo, censé appeler. Donc, le mec, Monsieur Kim, tellement inquiété pour elle, il va quand même aller voir chez le petit ami, voir si elle est là et va lui dire que ça s'est passé. Et tous les deux vont essayer de la contacter par appel à SMS, mais elle va forcément jamais répondre. Ouais, incroyable. Ouais. Bon, après, je trouve ça un peu bizarre dans cette partie de l'histoire parce que du coup, c'est les collègues qui vont être à sa recherche le lendemain lors du travail à 17h. Si Monsieur Kim et le petit ami savent déjà dans la soirée qu'elle n'est pas rentrée, pourquoi ils n'ont pas... Peut-être qu'ils n'ont pas les contacts des collègues. Tu vois, moi, ou peut-être qu'ils pensent qu'elle n'est pas venue au petit ami, qu'elle est allée chez son frère, chez elle. Ouais, peut-être. Mais t'as pas forcément les contacts des collègues de ton... Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, les collègues, elle n'arrive pas au boulot, tout de suite, tout le monde s'inquiète, ils vont chez elle. Eux, les deux, tiens, t'es censé venir là, elle vient de m'appeler. T'as pas un appel où elle hurle. Mais là, elle doit être rentrée chez elle. Ouais. Je sais pas, je trouve ça un peu... Je vois ce que tu veux dire. Peut-être que j'ai pas toutes les données, mais j'ai pas trop compris ça. Enfin, donc lors de son interrogatoire, la police va offrir à Chrysostomo une bouteille d'eau qu'il va boire et jeter dans la poubelle voisine. La police va récupérer la bouteille, prélever des échantillons d'ADN et vont les envoyer au FBI. Cependant, le FBI a été confronté à une arrière de centaines de dossiers, de sorte qu'il n'aurait probablement pas de nouvelles de résultats avant un certain temps. De même, les résultats des empreintes de Chrysostomo prises le 14 juillet ont également pris beaucoup de temps.
Des témoins vont rapporter avoir vu Chrysostomo tenter de vendre un BlackBerry Torch peu de temps après la disparition d'Amy. Cela correspondrait exactement au modèle de téléphone de Amy. Malheureusement, aucun enregistrement de la vente n'a été récupéré, laissant le téléphone dans le vent, perdu. Et ensuite, les enquêteurs ont fait écouter l'appel du 911 de Amy pour l'ex-femme de Chrysostomo. Ouais. Et l'ont interrogée sur la voix de fond. Et oui. Genre, c'est qui? Ouais. Elle va immédiatement identifier comme étant celui de son ex. Et pour éviter de fonder un dossier sur un seul témoignage, l'enregistrement sera diffusé devant 25 détectives du ministère de la Sécurité publique ayant déjà rencontré Chrysostomo. Okay. Et la moitié d'entre eux vont identifier sa voix comme étant la sienne également. Alors, je trouve ça intéressant parce que tu fais écouter son ex-femme. Elle va être là, je sais qu'il cherche à identifier Chrysostomo, donc c'est lui. Mais 25 agents de police qui ont affaire à des criminels et des personnes tout le temps, c'est quand même moins... C'est ça qui est bon. Et puis, en plus, il a eu affaire à beaucoup d'agents de police, dites donc. Ah non, j'ai filé mon collant. C'est mon premier jour. Non, c'est le Wolford, il vaut le coup de dépenser 25 € parce que jamais. Non, mais normalement, ça, c'est une bonne marque aussi. Mes premiers jours où je mets mon collant. Je suis désolée. Bienvenue dans l'hiver. Voilà. Bon, parenthèse fermée. Je suis ravie. TDAH. Alors, le 24 février, le ministère va annoncer avoir identifié une personne d'intérêt dans l'académie et croyait fermement que cette personne était le tueur. Ils font bien sûr référence à Chrysostomo. Mais ils vont pas donner son nom ni fournir des détails sur lui, ni même confirmer qu'il avait été arrêté. Okay. Les journaux locaux ont cessé de parler de l'affaire après mars, de sorte que même si le meurtrier était déjà en détention, la famille d'Amy a cru que l'affaire avait probablement été oubliée et qu'elle n'obtiendrait jamais justice. Le 27 avril, 3 enfants jouaient et exploraient le centre commercial La Fiesta. Les enfants sont rentrés dans une pièce au 2e étage du bâtiment et ils vont découvrir un sac à main. À l'intérieur du sac à main se trouvait une portefeuille noire contenant des photographies des pièces de monnaie, une trousse de maquillage, un bracelet, des pilules contraceptives, un chèque de paie du Godfather's Bar, une batterie de téléphone portable d'un BlackBerry, mais pas le téléphone lui-même, les clés et autres effets personnels. Ces objets ont tous été identifiés comme appartenant à Amy. Chrysostomo avait probablement caché les affaires dans une autre partie du centre commercial, loin de son corps. Et moi, encore une fois, là, je suis assez choquée par cet élément-là parce que le fait que la police et le FBI bafouillent l'intégralité du centre commercial. J'attendais que tu finisses ta phrase. Par les enfants. Je sais. J'attendais que tu finisses ta phrase pour dire comment ça, les enfants ont trouvé ça au 2e étage, en plus, juste au-dessus. Ben, c'est ça. Ouais, non, c'est pas. Alors, à moins que Chrysostomo ait gardé des preuves et tu sais qu'il est attendu, il les a gardées et qu'une fois que la Au même endroit qu'il a mis le corps, pourquoi faire? J'avoue, c'est ridicule. Ah bah non, les tueurs retournent toujours sur du crime. Oh, c'était pas facile. Moi, ça m'étonnerait quand même parce que bon. Ouais, écoute. Je pense que juste ils ont pas fait leur. Ouais. En fait, moi, j'imagine ce truc vraiment comme un truc, tu sais, de la. Je sais pas, c'est le monde, la fin du monde avec des palmiers, moi aussi, des branches de jungle. Il y a un zombie qui va arriver bientôt. J'imagine trop comme ça la fiesta. Donc peut-être que c'est too much. Peut-être, mais bon, c'était derrière une fougère qu'ils n'avaient pas regardé. C'est ça. Vraiment. Mais toujours est-il, on a eu la même réaction. Ouais, je trouve ça. Le fait que les enfants puissent retrouver des éléments aussi importants dans une enquête. En même temps, on a tous été devant la situation où ton mec il dit il est où le ketchup devant tes yeux, putain. Donc si c'est que des gars, les agents du FBI, il n'y a pas une zouze au milieu pour les aider. Ils ont dû passer devant. Alors, certes, c'est vrai, mais c'est clair. Mais c'est clair que dans ça, j'aimerais savoir. C'est une bonne question. Il faudrait qu'on mène une enquête auprès des agents du FBI. C'est vrai. Il faudrait qu'on mène une enquête. Ils font des enquêtes de meurtre, mais est-ce qu'ils trouvent le ketchup à la maison? Voilà. Tu vois, est-ce qu'ils trouvent leur propre clé? Ok, t'as trouvé 12 tueurs dans ta vie. Je veux bien. Mets tes clés de voiture. Parlons-en. Elles sont où là, maintenant. J'aimerais pas être interrogée pour toi. I'd be the good cop. Mais en fait, moi, je pense que j'aurais tellement l'air d'être complètement à l'ouest, genre, oh, mon collant est troué. Qui font, oh, c'est une technique d'interrogatoire. Tu crois que j'ai perdu le film? Mais non. Et non, je suis là. Je vais revenir. Oh, j'ai mal aux joues. Ah là là là. Je ne sais pas où je suis. Alors, donc, joué par les enfants.
Le 22 février 2013, le FBI avait suffisamment comblé son retard pour renvoyer les résultats des tests ADN à c'est un match. La probabilité que l'ADN appartienne à quelqu'un d'autre parmi la population chamorro locale est estimée à 1 sur 960 millions. Je pense que ça dépasse largement la population locale. Donc, il s'agissait de la dernière pièce dont les autorités locales avaient besoin pour arrêter Chrysostomo pour meurtre au premier degré, enlèvement, agression sexuelle au premier degré et vol. Donc, l'arrestation étant désormais officielle, la police a décidé qu'il était temps de rouvrir l'enquête sur les autres meurtres pour lesquels il était suspecté. Dans la nuit du 23 novembre 2006, Chrysostomo a été vu au volant d'un Toyota Echo teinté or ou marron. Il est bien les Toyota. Ouais. D'une société locale de location de voitures, tout en regardant des femmes marchant dans la rue depuis les fenêtres de sa voiture. Un véhicule correspondant à cette description a également été vu s'éloignant à toute vitesse de la zone où le corps de Chen a été retrouvé. Lorsque Chrysostomo a restitué la voiture, le propriétaire de la société de location a constaté des dommages à l'intérieur du véhicule. Et Chrysostomo lui-même avait également des égratignures et du sang sur le bras. De plus, il aurait été en possession d'une trousse de maquillage rose, d'argent liquide, d'un téléphone portable qu'il aurait tenté de cacher avant de le donner à quelqu'un pour qu'il le jette. Et ça fait beaucoup de preuves quand même. De plus, il était en possession. Voilà, donc ça, c'est pour Chen. Quant au meurtre de Zhao Minghu et de Yu Hao Huang, le couple, une femme s'est manifestée à informer le FBI de l'implication probable de Chrysostomo dans le double homicide. L'affaire a été rouverte sur la base de ce témoignage, mais contrairement à l'affaire Chen, il y avait moins, voire aucun témoin susceptible d'impliquer Chrysostomo, sauf cette femme. Okay. Et bien qu'il reste un suspect dans les deux affaires, il n'a jamais été inculpé dans aucun des deux, et les deux restent non résolus aujourd'hui. Pour Amy, le procès va débuter le 7 avril 2014 et l'accusation a présenté des arguments très solides décrivant toutes les preuves détaillées ci-dessus, y compris les déclarations des témoins, l'identification vocale, les preuves ADN et empreintes digitales, ainsi que les données des tours de téléphone cellulaire. Enfin, c'est un carton plein. C'est un carton. Carton plein, prenez le demi-mouton. C'est exactement ça. L'accusation va quand même tenter d'utiliser les similitudes entre le meurtre de Bao Ying-chen comme preuve que Chrysostomo était coupable du meurtre d'Amy, afin de pouvoir dire que Chrysostomo avait un mode opératoire établi, mais il n'était pas accusé de meurtre de Chen. Le juge a donné raison à la défense dans cette affaire, et je suis d'accord avec eux, et a ordonné à l'accusation de s'abstenir de mentionner Chen pendant le procès, rejetant ainsi toute preuve connexe, car ça apporterait injustement préjudice au jury. Donc, preuve connexe? Ouais, en fait, ça va les influencer, quoi. Et alors, ce n'est pas une... Ben oui, dans ça. Est-ce que tu veux que je décide dans ce que j'ai marqué? Ben oui, là-dedans. Dans mon traduction, preuve connexe, définition. Donc, document connexe, peut-être. Donc, qui est étroitement lié à une ou plusieurs autres choses du même genre. Affaires matière connexe. En fait, elles sont parallèles, mais c'est pas lié à l'affaire. Ce n'est pas l'affaire en elle-même. D'accord. Ah, j'ai appris un mot, j'adore. No problem. You're so welcome. Anytime. Alors, par contre, tu m'as perdu dans mon petit histoire. Donc, la défense va ensuite tenter de discréditer les preuves médico-légales et la manière dont elles avaient été recueillies. Par exemple, le 24 décembre 2013, juste avant le début du procès, la police est entrée dans la cellule de Chrysostomo pour obtenir des échantillons d'empreintes supplémentaires. Oui. Il a insisté pour que son avocat soit présent, mais celui-ci a refusé cette demande et l'a contrainte à fournir les échantillons. L'avocat de Chrysostomo va en outre soutenir que les pieds de Chrysostomo ne possédaient aucune caractéristique unique et que par conséquent, les empreintes ne pouvaient pas être utilisées pour le distinguer et l'identifier. C'est leur argument, en tout cas. Okay. Certains documents n'ont également été remis à la défense qu'en mars, soit à peine un mois avant le début du procès. Ils ont fait valoir que ce n'était pas assez de temps pour se préparer correctement. Et dans un autre cas, Chrysostomo a été amené dans une pièce contenant un appareil polygraphique. Et en le voyant, il avait l'air mal à l'aise et a refusé de passer le test. Ah ouais. Et on sait que les polygraphes sont considérés comme peu fiables et un peu pseudo-scientifiques. Et c'est pas recevable, surtout. Ouais, mais en fait, le procureur va chercher à utiliser le refus de Chrysostomo comme une preuve contre lui. Et oui, ça, tu peux pas. Voilà. Et là, encore une fois, le juge va se ranger du côté de la défense sur ce point et a rejeté ce refus comme preuve, que je trouve correct là aussi. Voilà.
La défense va contester l'identification de la voix de Chrysostomo, affirmant que les témoins qui ont identifié ces voix n'étaient pas parvenus à cette conclusion de manière indépendante. Et ils ont allégué que la police les avait poussés à dire que c'est la voix de Chrysostomo. La police va forcément nier cette accusation et va déclarer que tous les témoins connaissaient suffisamment bien l'accusé pour l'identifier eux-mêmes et n'avaient pas besoin d'être incités. Et l'appel au 911 a été diffusé pour le jury qui aurait alors entendu Chrysostomo parler afin que eux ils puissent juger par lui-même pour dire si c'est lui quoi, tu vois. Et enfin, la défense va tenter de faire témoigner son propre expert en ADN et de contester la fiabilité des tests d'accusation et du FBI. C'est quand même osé, hein. Franchement, le gars, t'as raison. Vas-y. Ouais, tente le tout pour tout. Ouais. La confiance, 3000%. Voilà. En fait, quoi qu'il ait dit pour contester cette preuve, le jury ne l'a jamais entendu parce que le tribunal va refuser de le laisser témoigner, estimant qu'il n'était pas qualifié pour s'exprimer sur le sujet, car il n'avait effectué que des tests ADN sur des animaux avant cette affaire. Génial! Franchement, moi, un jour, j'aimerais avoir la confiance de ce mec. Oui, mais grave. Et des avocats. En fait, tu fais tout pour ton client, mais incroyable. À un moment, c'est absurde, quoi. Incroyable. Là, c'était... Bon, écoute, il aurait essayé. Le 24 avril 2014, le jury a déclaré Joseph Acosta Chrysostomo coupable du meurtre d'Emirata Relata Romero. Lorsque le verdict fut lu, pas la peine, mais juste le verdict, les yeux de Chrysostomo vont... s'écarquiller. Exactement, merci. Et sa bouche va ouvrir légèrement. Et en fait, on aurait l'impression que le jury était choqué, qu'il était choqué que le jury soit parvenu à cette conclusion. Pour lui, Genre, tellement le mec, il vit pas dans notre monde. Très clairement. Le 28 mai, le tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. C'est bien. Il va immédiatement faire appel à cette condamnation, arguant que c'était uniquement parce que son avocat ne s'était pas battu assez fort pour lui et qu'il n'avait pas bien défendu sa défense. Alors que moi, l'avocat, je trouve qu'il a vraiment très bien. essayé, non, il a tout fait. Il a pris chaque accusation, chaque preuve contre son client. Même que le FBI ont raté leur test d'ADN, enfin, tu vois, avec un vétérinaire, quoi. T'as joué, t'as perdu, c'est tout. Non, ouais, c'est clair, quoi. Mais j'espère que le même avocat n'est pas revenu, hein. Voilà. Et donc, il va, en fait, il va notamment faire le fait que le tribunal avait refusé d'autoriser, l'expert de son avocat à témoigner. D'accord. Mais son plus grand grief envers son avocat était la façon dont il lui avait dit de ne pas se présenter à la barre et de témoigner pour sa propre défense. Bien sûr, ils font tous ça. Oui, parce qu'il a dit que, en fait, il était uniquement condamné parce que le jury n'a jamais pu entendre ce qu'il avait à dire. C'est vrai. Mais tous les avocats vont conseiller aux accusés de ne pas parler. Pas parler. Eh ben oui, tu t'incrimines tout seul. C'est ça. Donc, moi, je en le ferai, en tout attendant son procès en appel, en février 2018, le FBI va publiquement l'accuser d'un autre crime parce qu'il soupçonne qu'il était responsable des disparitions de Paloma Luke, 10 ans, et de sa sœur Malena Quitigua Luke, 9 ans, disparue le 25 mai 2011. Leur disparition reste le cas non résolu le plus notoire dans les îles Mariannes du Nord et constitue la recherche des personnes disparues la plus coûteuse jamais menée sur les îles. En fait, parce que Christophe possédait toujours un terrain à Cobblerville, un juge va signer un mandat autorisant sa fouille. La fouille, ouais. Donc, le 17 février 2018, des agents du FBI et de la police locale ont commencé à fouiller la propriété avec une pelle rétro-caveuse dans l'espoir de retrouver le corps de 2 enfants. Après des heures de recherche, ils sont arrivés les mains vides. T'as pas des scanners pour voir, plutôt que de creuser? C'est vrai que quand tu creuses, tu sais pas quoi faire. Je sais pas. Ouais. Peut-être que ça les... Des sondes pour, je sais pas. En tout cas, ici, ils ont rien trouvé. Donc, l'avocat de Chrysostomo n'a pas tardé à souligner qu'il était toujours en prison lorsque les victimes ont disparu et qu'il n'a été libéré que le 17 décembre 2011. Et c'était un alibi assez difficile à réfuter. Donc, je trouve ça bizarre qu'on a pu aller jusqu'à la fouille, alors qu'on a cette preuve-là. Mais bon, apparemment. Ouais, okay. Mais il est encore une fois innocenté d'un crime dont on l'avait soupçonné. Okay. Le procès en appel aura lieu en juillet 2018, au cours duquel de nombreux problèmes de procédure ont été rectifiés, comme l'autorisation par les experts de la défense de témoigner. Au terme du procès équitable et exempt d'irrégularité, le jury est parvenu à la même conclusion que Chrysostomo a de nouveau été condamné à
Oh là là, j'ai du mal sur la fin. C'est le temps, À ça faire sans la possibilité de libération conditionnelle. Il a déposé un dernier appel le 2 septembre 2022, mais le Cour suprême a refusé d'entendre l'affaire. Sa sentence est donc devenue définitive et il est en prison à ce jour. Irrévocable. Shame! 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 Shame, Chrysostomo. Voilà l'histoire de Amy. Et donc, j'ai déjà toutes les photos prêtes pour t'envoyer. Ah, c'est bien, je suis contente. Voilà. Écoute, c'est une bonne histoire. Forcément, j'en ai jamais entendu parler. Oui, c'est pas mal, hein? Évidemment. Non, mais moi non plus, je connaissais pas, mais c'est ce Super qui est intéressant intéressant. dans les histoires de Moondog et moi aussi. Ouais. Nous, on essaie de faire des histoires un peu. C'est vrai, non, reconnu. c'est vrai. C'est ce que tu fais. D'ailleurs, il m'a C'est ton credo. envoyé un autre d'un meurtre français. Ouh. Et j'écoute, je sais pas, parce que moi, je sais pas si c'est connu ou pas. Eh ben, fais-le. Donc, Fais-le parce que tu auras de par ton prisme, en fait. Bon, j'ai déjà la note pour la prochaine fois. Ok. Peut-être à une prochaine. Est-ce qu'on ferait pas un petit gring gring? Laissez-nous un message. Yes. Let's go. Comme vous le savez, maintenant, vous pouvez nous laisser un message sur speakpipe.com/DMDV. En fait, vous pouvez nous laisser des messages pour nous poser des questions, nous donner des suggestions d'affaires. Enfin, vraiment, Raconter des petites histoires. raconter des histoires. Voilà, dans mon village, il s'est passé ça, et là, ou dans ma famille lointaine, il y a eu cette affaire. L'histoire qui vous a le plus affecté. Ouais. L'histoire le plus fou. Donnez-nous n'importe quel on petit prend. message, on prend. Et le premier message qui a été reçu sur SpeakPipe de DNDV a été reçu par Lise. Salut les girls. Bon, c'est un message bordélique. J'ai 90 secondes, ça va être chaud patate. Vous représentez tout ce que j'aime. De toute façon, je vous avais déjà écrit un petit message. Moi, c'est Lise, j'ai 35 ans, j'ai 3 filles, j'adore le crime, tout ça, les enquêtes, comme vous, tout comme vous en fait. Tout ce que vous dites, j'adore. C'est tout moi. Et vous racontez d'une façon comme si on était avec vous entre potes. Et c'est le cas. C'est juste génial. Voilà. Et ben, je sais pas quoi dire de plus à part continuer. Je vous kiffe. Avec ma belle-sœur Amira, on est une fanatique de votre podcast. Et voilà. Donc j'espère que ça va continuer en tout cas. Merci. Énorme bisous les girls. Et j'ai l'impression que vous êtes mes potes. Bisous bisous. C'est trop gentil. Merci Ouais. Lise et Amira. Merci. Du coup, gros bisous. C'est adorable. Et c'est vrai que c'est le retour qu'on a le plus souvent, Ouais. qu'en fait, est des potes. on est entre potes. Et Mais c'est ça on qui est fait passer entre du potes. temps. Ouais. Et on l'est, ouais. Mais Donc, grave, c'est ça qui est bien. C'est nous, on n'est pas, voilà, en nature peinture, vous nous connaissez. très nature, très nature. Mais oui, donc on est clairement entre potes. Un jour, on arrivera à boire un coup entre potes, je vous promets, parce que j'ai beaucoup cette demande Ouais. de faire un apéro. On va y arriver un jour. On va affronter nos peurs, boire 2-3 bouteilles avant de vous retrouver. Ouais, quand même pas. Déjà, j'avais du mal à parler à la fin de 9 pages sans une gorgée Sans une gorgée vin. d'alcool, alors 3 bouteilles? Oui, c'est ce qu'on faisait au début. Hein. Oui, mais ça s'entend. Ça s'entendait, clairement. Donc, merci beaucoup et n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur notre gring répondeur. Oui. Et voilà, suggestion, speakpipe.com, j'allais dire .com, speakpipe.com /DMDV. Non, speakpipe.com/DMDV. Ah, okay. Yes, Yes. got it. Well done. I know. Et donc, sur ce, See you next week. bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.